Mes parents m'ont dit, on aurait préféré que tu ne sois jamais né. Je me suis redressé et j'ai dit, si c'est ce que vous souhaitez, alors considérez que je n'ai jamais existé. Puis je suis parti. 30 minutes plus tard, toute la fête a paniqué. 36 appels manqués. Mes parents m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit, on aurait préféré que tu ne sois jamais né. Ces mots étaient plus tranchants que n'importe quelle lame. Ma poitrine me brûlait, mais j'ai gardé la tête haute. Je les ai regardés et j'ai dit, si c'est ce que vous souhaitez, alors considérez que je n'ai jamais existé. Puis je suis parti. Mes pas résonnaient comme des coups de feu dans le silence. 30 minutes plus tard, toute la fête a paniqué. Mon téléphone s'est allumé, 36 appels manqués des mêmes personnes qui venaient de m'effacer. Je m'appelle Ryder Blaze. Et ceci, c'est l'histoire de comment j'ai été brisé, effacé, puis comment je suis rené. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me tient à cœur. Mais avant cela, pouvez-vous me dire bonjour dans les commentaires ou me dire d'où vous venez? J'adore voir jusqu'où mon histoire peut voyager. C'est toujours bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si mon histoire résonne en vous, s'il vous plaît, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de savoir que quelqu'un, quelque part, sans souci, et votre soutien m'aide à continuer de dire la vérité. Je me suis réveillé avant le soleil, l'horizon de Chicago encadré par la fenêtre de mon petit appartement du South Slope. La ville semblait déjà vivante, l'acier et le verre captant les premières lueurs de l'aube. Aujourd'hui était censé être mon jour. Le jour où des années d'épuisement, de nuits blanches au bureau et de sacrifices incessants signifiaient enfin quelque chose. Je me suis dit de ne pas penser à l'argent, de ne pas penser aux factures que je payais et qui n'étaient pas les miennes, de ne rien laisser gâcher l'éclat de ma remise de diplôme de MBA. Mon téléphone a vibré avant même que j'entre dans la douche. Un texto de maman, n'oublie pas, laisse Avery s'asseoir au milieu. Tes invités peuvent prendre la table sur le côté. 10 secondes plus tard, papa a ajouté, ne te vante pas de ce projet à $1 million. Ça a l'air arrogant. Je suis resté là, à regarder l'écran, la vapeur remplissant la salle de bain, ma poitrine se serrant. Même le jour de ma fête, la place centrale appartenait à quelqu'un d'autre. Quand je suis entré dans la cuisine, Elliot était déjà là, appuyé sur le comptoir avec 2 cafés. Il avait un sourire aux lèvres, ce même sourire inébranlable qu'il arborait depuis le lycée. C'est ta journée, Ryder. Ne laisse personne te la voler. Il m'a tendu la tasse. J'ai forcé un sourire, mais mon estomac s'est noué. Sur le campus, des ballons flottaient dans l'air de juin. Des professeurs en robe sombre se serraient la main. Des familles applaudissaient, et mon nom a été appelé. Le professeur Holt m'a serré dans ses bras en chuchotant, « Vous êtes l'un des esprits les plus vifs que j'ai jamais eu comme élève. Ne l'oubliez pas. » À la réception, Colin m'a tapé dans le dos, sa voix s'élevant au-dessus de la foule. « Tu as sauvé ce contrat quand personne d'autre ne le pouvait. Ce soir, on boit à ça. » Leur fierté à mon égard semblait réelle, tangible. Pourtant, quand j'ai vérifié mon téléphone, il a de nouveau vibré. Cette fois, une notification du restaurant, le dépôt avait été ajusté. 2 tables supplémentaires ajoutées à la demande de la famille. Je n'avais pas approuvé ça. Ma carte avait été débitée malgré tout. En fin d'après-midi, je me tenais sur le pont surplombant la rivière Chicago, l'eau scintillant de vert sous le soleil. J'ai ouvert mon carnet en cuir et j'ai écrit. Je ne veux plus être utilisé. Je veux être vu. J'ai refermé le carnet alors que mon téléphone vibrait une fois de plus. Cette fois, c'était Avery. Il faut qu'on parle ce soir. C'est important. De retour à la maison, j'ai vérifié le plan de table que le restaurant avait envoyé. Mes amis, mes collègues, les gens qui m'avaient soutenu, étaient relégués au fond de la salle, près de la cuisine. La famille du côté de mes parents occupait le centre. Le nom d'Avery était écrit en gras sur la table principale. Mon propre nom ressemblait à une pensée après coup. Pendant une seconde, j'ai pensé à tout annuler. Mais ensuite, j'ai ouvert l'enregistreur vocal de mon téléphone. S'ils essayaient de m'humilier, s'ils m'effaçaient à nouveau devant tout le monde, j'aurais une preuve. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. À la tombée de la nuit, la ville s'est illuminée de phares ambrés rampant sur Michigan Avenue. J'ai boutonné ma veste de costume, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ce soir, ils me verront.
Pourtant, le message d'Avry clignotait sur mon écran comme un pouls que je ne pouvais ignorer. La marche à travers le campus avait remué quelque chose que j'essayais d'enterrer, les souvenirs du jour où j'ai réalisé pour la première fois que j'étais invisible. Naperville, Illinois, un quartier tranquille où les pelouses étaient tondues et les maisons se ressemblaient toutes. Mais à l'intérieur de la mienne, les règles n'étaient jamais les mêmes pour les deux enfants. À 15 ans, je venais de remporter le championnat de mathématiques de l'État de l'Illinois. Je suis rentré à la maison avec la médaille encore chaude contre ma poitrine. Papa y a à peine jeté un coup d'œil avant de se tourner vers le voisin en souriant. Avry est déjà en train d'écrire ses dissertations pour la fac de médecine. Elle sera médecin, la fierté de cette famille. La médaille aurait aussi bien pu être en plastique. Puis est venue ma fête d'anniversaire. Des ballons, un gâteau sur la table. Des amis de l'école s'entassaient dans notre petit salon. Je me suis penché, prêt à souffler les bougies, quand j'ai remarqué le glaçage sur le dessus en lettres rouges vifs, « Joyeux anniversaire, Avry ». Mon nom était pressé dans un coin, comme une note de bas de page. Mes amis ont ri, pensant que c'était une sorte de blague. J'ai ri aussi, même si quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. C'est Elliot, à l'époque juste un autre gamin maladroit du club de maths, qui s'est penché vers moi pendant la fête et a murmuré « Tu n'as pas besoin de leur permission pour briller ». Je ne savais pas alors à quel point je m'accrocherais à ces mots. Un après-midi d'été, en aidant papa à ranger des boîtes dans le garage, je suis tombé sur un dossier intitulé « Fonds universitaires, enfants ». Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Chaque ligne, chaque retrait était marqué pour Avry. Cours préparatoire, frais de laboratoire, consultant pour les candidatures. Le solde était presque épuisé. Mon nom ne figurait sur aucune page. Quand maman m'a vu tenir le dossier, elle me l'a arraché des mains. « Tu es l'aîné », a-t-elle dit sèchement. « Tu iras en finance. Tu gagneras de l'argent rapidement. Ta sœur en a plus besoin. » Ces mots m'ont profondément blessé, s'enfonçant comme des échardes que je ne pourrais jamais retirer. J'ai rangé la médaille de maths dans une boîte à chaussures sous mon lit, à côté de vieux cahiers et de crayons. Elle y est restée, prenant la poussière, tandis que les récompenses de biologie d'Avry s'alignaient sur la cheminée. Au dîner de famille, chaque histoire revenait à elle. J'étais devenu le personnage secondaire dans ma propre maison. Des années plus tard, je comprendrais que le fonds universitaire était censé être pour nous deux. Il avait été vidé bien avant même que je postule aux universités. C'est pourquoi j'ai dû travailler dans un café. Pourquoi j'ai rempli des demandes de bourse au milieu de la nuit. Pourquoi j'ai appris à survivre avec des nouilles instantanées pendant que les frais de scolarité d'Avry étaient payés sans question. Je me souviens encore de la fois où tante Jeannette m'a pris à part, la voix basse. Ne dis pas à ta mère que je t'ai dit ça, mais ils ont déjà décidé de ton chemin il y a longtemps. Elle m'a serré l'épaule avant de s'éloigner, me laissant avec une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Ma vie avait été écrite pour moi, et je n'étais jamais destiné à occuper le devant de la scène. Quand maman a plus tard remis ce dossier dans la boîte et a refermé le couvercle, j'ai su que ma route serait toujours en montée. On me demanderait toujours de donner, tandis qu'Avry était destiné à recevoir. J'ai choisi l'économie parce que c'était pratique et rapide. Obtenir mon diplôme tôt, trouver un emploi, avoir mon propre appartement, cesser d'être un fardeau. C'était le plan. À l'université d'Urbana-Champaign, j'ai appris à vivre modestement. Un matelas par terre, un bureau trouvé sur le trottoir, un calendrier couvert de quarts de travail. Lundi, mercredi, vendredi, j'ouvrais le café du campus à 5 heures du matin. L'air sombre sentait le café et l'eau de Javel. Les mardis et jeudis, je saisissais des numéros de dossiers dans un cabinet d'avocats jusqu'à minuit, les doigts engourdis par le bourdonnement fluorescent. Chaque mois, j'envoyais de l'argent à la maison pour aider avec les frais. Au début, ça me faisait du bien, comme une preuve que j'étais utile. Puis c'est devenu une attente, puis une exigence, puis invisible. Quand mon premier salaire est arrivé, j'ai pris le train pour un grand magasin et j'ai acheté à maman une écharpe gris doux que je l'avais vue admirer dans un catalogue. Je l'ai emballée moi-même et j'ai écrit un mot disant qu'un jour je pourrais faire plus. Ce soir-là, papa m'a envoyé un texto, ce mois-ci, Avry a besoin d'un nouveau kit d'anatomie. Peux-tu virer un peu plus? Aucune mention de l'écharpe. Aucune mention de moi. J'ai fait le virement, j'ai attendu le bus dans le froid et j'ai regardé ma buée quitter mon corps. Les demandes ont pris un rythme, toujours urgente, toujours de dernière minute. Ils ne libéreront pas sa place au laboratoire si on ne paie pas aujourd'hui.
Il y a eu des frais surprises pour les heures de stage. La facture d'électricité est arrivée en retard. J'ai appris à déplacer de l'argent entre les comptes comme du sable entre les doigts. Chaque fois, je me disais que c'était la dernière urgence. Chaque fois, une autre arrivait. Avri et moi parlions dans l'espace étroit que les frères et sœurs se créent quand le climat familial est mauvais. Elle appelait tard après ses labos, épuisée et reconnaissante, me parlant d'un professeur qui s'était enfin souvenu de son nom, d'un patient qui l'avait fait pleurer de la meilleure et de la pire des manières. Elle n'a jamais demandé d'argent directement. Cela passait toujours par maman ou papa. C'était plus facile de prétendre que nous étions dans la même équipe, que j'investissais dans notre avenir, qu'un jour viendrait le moment des comptes où tout cela serait vu et reconnu. Elliot est devenu mon point de repère. Il me trouvait derrière la machine à expresso après un double service et me glissait un sandwich chaud sur le comptoir. « Tu te consumes de l'intérieur, mec, disait-il. Je lui disais que j'allais bien. Je le disais si souvent que ça sonnait vrai. Plus tard, dans ma chambre silencieuse, le chauffage au sol faisant tic-tac, j'ai ouvert une feuille de calcul vierge et j'ai tapé un titre que je ne voulais pas voir, compte, famille. J'ai commencé à lister chaque virement, chaque facture que j'avais couverte, chaque fois que j'avais sauvé une échéance que quelqu'un d'autre avait manqué. Les chiffres s'alignaient comme une confession. Je gardais les fichiers synchronisés sur mon téléphone, une comptabilité secrète de l'amour que personne d'autre ne voulait équilibrer. L'été avant ma dernière année, les appels sont devenus des alarmes. Le premier prêt étudiant pour le prochain semestre d'avril a rencontré un problème quelques heures avant la date limite. La voix de maman tremblait au téléphone. Ils ont besoin d'un garant pour quelques semaines, juste le temps que les papiers de papa soient traités. Ce n'est rien. J'ai signé la garantie depuis un ordinateur de la bibliothèque, le cœur battant, me disant que c'était temporaire. Quelques mois plus tard, un représentant de la banque a appelé pour confirmer la prolongation de la garantie sur un prêt restructuré. Mon nom figurait en gras. J'ai regardé le plafond après l'appel, les pales du ventilateur se brouillant. Nous avions convenu que ce serait temporaire. On m'avait promis qu'elle serait retirée. Ce soir-là, Avri m'a envoyé un texto, je pensais qu'ils avaient enlevé ton nom. Je suis désolé. Je l'ai cru. Je ne voulais pas de méchants. Je voulais une famille qui tenait sa parole. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un poste d'analyste junior à Chicago, j'ai emménagé dans un appartement à peine assez grand pour me retourner et j'ai réappris à respirer. La ville m'a donné des arêtes sur lesquelles m'appuyer. J'ai travaillé, j'ai gravi les échelons, je me suis rendu utile dans des endroits qui me remarquaient. L'argent envoyé à la maison a continué. Il a toujours continué. Quand l'entreprise m'a promu à la stratégie et que j'ai enfin vu un chemin vers le sommet, j'ai appelé à la maison pour partager la bonne nouvelle. Maman a demandé où en était Avri avec la préparation de ses examens. Papa a demandé quand je pourrais avancer les frais d'examen, on réglera ça plus tard. Ce « plus tard » n'est jamais venu. L'écharpe que j'avais achetée pour maman est apparue sur une photo de famille sur la cheminée, derrière Avri, à Thanksgiving. Pas sur les épaules de maman, mais glissée sous un vase en cristal, un accessoire, un élément de décor. J'ai cherché un sens là où il n'y en avait pas, c'est juste une écharpe, me suis-je dit. C'est juste de l'argent. C'est juste le rôle que tu joues jusqu'à ce qu'il réalise que tu es plus que ce rôle. Au moment où j'ai postulé au programme de MBA, j'avais appris le langage de la crise. Je négociais des contrats avec des fournisseurs le jour et je négociais avec mon propre sang la nuit. Quand j'ai été accepté, j'ai payé la compte avec un rire qui ressemblait à une toux. J'ai mis ma vie dans 3 boîtes, je me suis dit que ce diplôme changerait la donne, et j'ai déménagé dans le South Slope. Des années plus tard, le matin de la remise des diplômes, maman a envoyé une invitation de calendrier intitulée « Planification pré-dîner ». Elle s'est glissée sur mon écran avec l'efficacité froide d'un logiciel de bureau. Quand je l'ai ouverte, le plan de table était déjà décidé. La table principale était centrée sur Avri et le côté maternel, la table d'appoint désignée pour mes collègues près du hall de service. Nous avons arrangé une place d'honneur pour ta sœur, écrivait maman, comme si je l'avais demandé. J'ai regardé l'invitation, puis le fichier, compte, famille, qui brillait dans mon doc. Pendant une longue minute, je n'ai rien fait. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai noué ma cravate. S'il me poussait à nouveau dans les marges ce soir, je devais savoir ce que je ferais quand je n'aurais finalement plus de marge. Le restaurant du Lop ressemblait à une carte postale d'une vie que je pensais vouloir. Lumière chaude, jazz discret,
verre en cristal qui semblait retenir le souffle de la pièce. Elliot marchait à côté de moi, me donnant exprès des coups d'épaule, comme il le fait quand il sent que je dérive. Le professeur Holt est arrivé dans une robe bleu marine et m'a serré dans ses bras. Colin a fait un signe depuis le bar, son sourire assez éclatant pour ouvrir un chemin. Pendant une brève seconde, la soirée semblait parfaite. Puis mes parents sont apparus avec le sourire étudié d'autres qui connaissent le script. Ils m'ont serré doucement dans leurs bras et ont pivoté brusquement, mettant Avery en avant comme une pièce maîtresse. « Voici notre Avery », a dit maman au professeur Holt. « Elle sauve des vies. » Papa a serré la main de Colin et lui a demandé ce que ça faisait de travailler avec quelqu'un qui est assis à un bureau toute la journée. J'ai ravalé un goût métallique. J'ai jeté un coup d'œil au plan de salle que le maître d'hôtel avait placé sur un pupitre. La table centrale brillait sous un cercle de suspension. Le carton de nom d'Avery était au milieu, à côté de celui de ma mère, entouré d'un demi-cercle de parents. Mon propre nom était imprimé à une table d'angle près de la porte de la cuisine, celle qui laissait échapper de la vapeur et du bruit à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Mes amis, des gens qui s'étaient battus pour moi et avec moi, y étaient également assignés. Quand nous nous sommes assis, un collègue que j'admirais a demandé à mes parents s'ils étaient fiers. Le sourire de maman était mince. « Il est bon avec les chiffres », a-t-elle dit. Mais Avery, eh bien, elle sauve des gens. Colin a levé son verre et a commencé à parler du contrat que j'avais sauvé au printemps. Comment cela avait empêché une entreprise de s'effondrer, comment cela avait sauvé les emplois d'un millier de familles. Papa l'a poliment interrompu. « C'est son travail », a-t-il dit. Ce n'est pas la même chose. La table a absorbé le jugement comme une tâche. Je continuais de respirer. Je me suis dit de me souvenir de la rivière, du carnet, de la promesse que je m'étais faite quelques heures plus tôt. Elliot a posé sa main sur mon épaule sous la table. « Ce n'est pas de ta faute », a-t-il chuchoté. Derrière nous, une tante que je connaissais à peine a murmuré à son mari, « Ryder a de l'argent, mais pas d'âme. » Je ne me suis pas retourné. J'ai fixé mes yeux sur la bougie et j'ai regardé la flamme trembler. En revenant des toilettes, j'ai croisé Avery, qui était légèrement détourné de la salle, parlant à une amie de son internat. Sa voix était basse et rauque. « Si Ryder n'avait pas payé, a-t-elle dit, j'aurais sombré il y a longtemps, mais ils ne le diront jamais à voix haute. » La vérité se tenait entre nous comme une troisième personne. Elle m'a vu, a tressailli et a baissé les yeux. J'ai hoché la tête et j'ai continué à marcher. Je voulais lui dire que je comprenais. Je voulais lui dire que comprendre ne rendait pas le poids plus léger. De retour à table, mon téléphone a vibré. Un collègue m'avait tagué dans une story. Je l'ai ouverte et j'ai vu la table centrale illuminée. La légende disait, la famille du médecin est la star ce soir. La caméra a balayé des visages que je connaissais depuis l'enfance et s'est détournée juste avant d'atteindre le mien. Je l'ai regardé 2 fois. La deuxième fois a fait plus mal. Une bannière de mail est apparue en haut de mon écran, venant du restaurant, facture mise à jour. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Le total me fixait, ma carte enregistrée, mon nom sur la ligne qui comptait. J'ai fait défiler jusqu'à la section des notes. « Merci d'avoir organisé cette célébration », disait-elle. « Félicitations au docteur, Avery. » Les rires de mes parents ont flotté à travers la pièce alors qu'ils racontaient à un cousin qu'ils avaient organisé cette soirée pour « notre Avery qui nous rend fiers ». J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Pas un craquement, mais un verrouillage ferme. J'ai levé mon verre et j'ai doucement tapoté dessus avec ma cuillère. La salle ne s'est pas tue tout de suite. Puis elle l'a fait. Les voix tombant comme des pièces dans un puits. Colin m'a regardé. Le professeur Holt a croisé les mains. Elliot observait mon visage comme on observe un ami au bord d'une falaise. Je me suis levé, les épaules droites, le murmure s'amenuisant en un silence. Je pouvais sentir le jazz s'estomper derrière moi, la lumière des bougies s'accumuler à la base du verre, la porte de la cuisine s'ouvrir et se fermer à un rythme que j'avais connu toute ma vie. J'ai rempli mes poumons et j'ai tenu la pièce en suspens le temps d'une respiration, prêt à cesser de prétendre que je n'étais pas là. La salle s'est figée lorsque le tintement de ma cuillère a touché le bord de mon verre. J'ai senti la chaleur dans ma gorge et je l'ai laissé se transformer en mots. Si je ne suis que le portefeuille, ai-je dit, ma voix tremblant sur les premières syllabes avant de trouver sa force, alors qui a payé les factures, les frais de scolarité, l'hôpital? Pendant un instant, personne n'a bougé. Le jazz a bégayé puis s'est tu.
Quelqu'un a posé sa fourchette et le son a retenti comme un coup de marteau. J'ai continué, parce que je portais ce registre dans ma tête depuis 10 ans. J'ai payé l'électricité quand les lumières vacillaient. J'ai couvert les frais de retard quand les avis arrivaient en rouge. J'ai garanti des prêts qu'on m'avait dit temporaires, des prêts qui, étrangement, ne m'ont jamais lâché. Chaque mois, j'ai envoyé de l'argent à la maison pour que quelqu'un d'autre puisse respirer. Des murmures ont parcouru la table, une ondulation de tissu dans une pièce trop chaude. Le visage de papa a pris la couleur d'un voyant d'alarme. Enfant ingrat, a-t-il dit plus fort que nécessaire. On aurait préféré ne jamais donner naissance à un fils si irrespectueux. La phrase a frappé comme une porte claquant dans une maison silencieuse. J'ai regardé la bougie et j'ai vu la flamme se plier et se redresser. J'ai dégluti, un goût de cuivre dans la bouche, et j'ai balayé du regard les visages qui m'avaient vu grandir, d'un gamin avec une médaille à un homme qui payait le gâteau sans même en avoir une part. Si c'est ce que vous souhaitez. Ai-je dit, et ma voix m'a surpris par son calme, alors considérez que je n'ai jamais existé. Des chaises ont grincé. Les lèvres d'un cousin se sont entr'ouvertes. Les yeux de Colline se sont emplis d'une sorte de colère protectrice que je n'avais jamais ressentie de la part de ma propre famille. J'ai posé mon verre, sa base cliquant contre le cristal. Je suis parti. Le parquet donnait un rythme à mes pas. J'ai traversé le cercle de lumière, j'ai dépassé le maître d'hôtel et j'ai poussé la porte à poignée de laiton pour entrer dans le couloir qui sentait le nettoyant aux agrumes et l'air froid. Ryder, a appelé Elliot, me rattrapant. Mais j'ai levé une main sans me retourner. Laisse-moi y aller seul. Il a ralenti, et dans cette pause, j'ai senti le bord net de quelque chose qui se terminait. Les lumières du hall ont aplati la soirée en un arrêt sur image. Dehors, le lobe bourdonnait et clignotait. Un texto s'est affiché avant que la porte ne se referme derrière moi. Avery, je suis désolé. Je sais ce que tu as fait. J'avais peur de le dire. Je suis resté sous le vent pendant que le voiturier sifflait pour un taxi et j'ai regardé le message jusqu'à ce que l'écran se brouille. Je n'ai rien répondu. Dans le taxi, la ville défilait en traits humides, des reflets rouges et blancs s'étalant sur le pare-brise. Mon téléphone vibrait comme un insecte piégé. Maman, papa, tante Jeannette, un collègue qui ne savait pas quoi faire du silence que j'avais laissé à cette table. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur comme s'il pouvait sentir le bruit dans ma poche. J'ai laissé sonner. J'ai tout laissé sonner. Quand j'ai atteint mon immeuble, la rivière renvoyait les lumières de la ville en pièces déchiquetées. J'ai monté les escaliers pour éviter le bavardage de l'ascenseur, j'ai déverrouillé ma porte et je suis entré dans le noir. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis tourné vers la fenêtre, la ville respirant en dessous. L'écran s'est rallumé, insistant. Quand je l'ai finalement pris, le nombre sur l'écran de verrouillage me fixait. 36 appels manqués. Je les ai comptés parce que compter, c'est ce que je fais quand j'ai besoin que le monde prenne forme. 36 tentatives pour me ramener dans l'ancien rôle en l'espace d'une heure. 36 fois où j'ai choisi de rester parti. Un email a retenti et s'est glissé à l'écran. Propre, poli. Merci pour votre paiement. Félicitations au docteur Avery. J'ai ri une fois, un son sans humour qui s'est brisé à la fin. Même le reçu avait appris le scénario familial. J'ai éteint le téléphone et l'appartement est devenu complètement silencieux. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis approché de la fenêtre. La rivière était une couture noire cousue à travers la poitrine de la ville. Quelque part dans le restaurant, une bougie s'est éteinte. J'ai posé mon front contre la vitre et je l'ai dit à voix haute à la rue, allô, à la partie de moi qui avait encore besoin de permission. Ce soir, je suis libre, même si ça me coûte cher. Je suis resté là jusqu'à ce que ma buée cesse de se former sur la vitre. Puis j'ai traversé la pièce, j'ai bien fermé la porte du couloir et j'ai laissé le silence m'envelopper. Le matin est arrivé comme un coup frappé à la porte auquel je ne voulais pas répondre. J'ai rallumé le téléphone parce que le travail aurait besoin de moi, et les messages ont déferlé comme si un barrage s'était rompu avant l'aube. Papa, tu nous as embarrassés devant tout le monde. Maman, la famille passe en premier, à moins que tu ne décides que tu es au-dessus de ça. Commentaire de cousin déguisé en inquiétude. Avery, s'il te plaît, ne me déteste pas. L'écran pulsait de jugement et de supplication en alternance. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai essayé de respirer. Au bureau, le monde reprenait sens. Les chiffres s'alignaient.
Les plans avaient des résultats. Colline est entrée dans mon bureau sans frapper et s'est appuyée contre le cadre. Tu as dit la vérité, a-t-elle dit. Je suis fier de toi. Ces mots ont atterri doucement là où les autres avaient meurtri. Plus tard, un email du professeur Holt m'a trouvé entre deux réunions. Votre voix est claire. Gardez-la ainsi. C'était comme si on me donnait de l'eau pure après des jours d'eau salée. Le soir, le ciel au-dessus de la rivière avait la couleur d'un vieux bleu. Je réchauffais des restes de nouilles quand l'interphone a sonné. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai entendu la voix de ma mère, trop composée pour être désinvolte. Nous sommes là. Laisse-nous monter. L'ascenseur a mis une éternité, puis pas assez longtemps. Quand on a frappé, c'était un rythme rapide et étudié que je n'avais pas entendu à ma porte depuis des années. Maman se tenait devant, tante Jeannette à côté d'elle, papa un pas en arrière, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé à entrer, ils ont supposé qu'ils le pouvaient. Je les ai accueillis sur le seuil et je n'ai pas bougé. Il faut qu'on parle, a dit maman. Le programme d'Avry a des coûts. C'est ta responsabilité en tant que fils d'aider ta sœur. Le mot « responsabilité » flottait là comme une corde en boucle. Ma responsabilité a pris fin, ai-je dit, quand vous m'avez dit que je ne méritais pas d'exister. L'air s'est raréfié. Les yeux de tante Jeannette sont tombés sur le tapis du couloir. Le regard de papa brûlait au-delà de moi, dans l'appartement, comme s'il pouvait évaluer la superficie et la transformer en dette morale. Le nom d'Avry a allumé mon téléphone sur la console avant que quiconque ne réponde. Elle appelait en visio. J'ai levé l'écran et son visage l'a rempli. Yeux rouges. Couloir d'hôpital derrière elle. Lumière fluorescente aplatissant tout. Je savais, a-t-elle dit, la voix craquant. Je savais que tu portais tout. J'aurais dû dire quelque chose. J'avais peur que si je sortais de la lumière, je perdrais tout ce pour quoi j'avais travaillé. Sa confession n'excusait rien. Elle ne faisait que rendre la forme de la machine plus claire. Papa a parlé par-dessus l'appel, ferme, fatigué des faux semblants. Nous avions besoin de quelqu'un pour gérer les finances, et tu es né pour ça. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Ne rends pas ça dramatique. La phrase était une clé tournant dans une serrure que j'avais secouée toute ma vie. J'ai posé le téléphone, laissant l'image d'Avry flotter, face vers le haut, sur la table, et j'ai attrapé le classeur que j'avais rangé sur l'étagère près de la porte. J'avais imprimé le fichier, compte, famille, la semaine où j'avais été accepté au programme de MBA. Peut-être parce qu'une chose sur papier semble plus difficile à nier. Je l'ai ouvert à la première page et je l'ai tendu à maman. Voici 10 ans de ma vie, ai-je dit. Le loyer quand vous étiez à court, les médicaments quand l'assurance vous a fait des misères, les factures de gaz en hiver, les frais de retard, 2 séries de prêts étudiants que j'ai garantis et qu'on m'avait dit temporaires. Vous n'avez pas à me remercier, mais vous n'avez pas le droit de prétendre que ça n'est pas arrivé. Ils ont tourné les pages en silence. Le couloir bourdonnait des dîners et des télévisions des autres. Finalement, maman a rendu le classeur comme s'il était contaminé. C'est ce que fait un fils aîné, a-t-elle dit, d'un ton sec et glacial. Ce n'est pas une faveur, c'est un devoir. J'ai senti la colère monter puis passer, comme une fièvre qui tombe. Non, ai-je dit. C'était de l'amour. Et vous avez continué à appeler ça un devoir pour ne pas avoir à m'aimer en retour. Je me suis mis dans l'embrasure de la porte, rendant l'espace plus petit. À partir de maintenant, vous vous débrouillerez sans moi. Je ne suis plus le portefeuille de la famille. La bouche de tante Jeannette a tremblé comme si elle allait parler, mais elle ne l'a pas fait. Papa a redressé les épaules, l'ancienne posture d'autorité finale, mais il n'y avait plus rien à commander. L'ascenseur a sonné au bout du couloir. Quelque part, un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. Maman a commencé à dire mon nom, comme elle le faisait quand j'avais 8 ans et que j'étais en retard pour le dîner. J'ai hoché la tête une fois, pas à elle, mais au passé. J'espère que vous trouverez un moyen, ai-je dit. J'espère qu'Avry trouvera son propre équilibre et sa propre voie. Mais moi, j'ai fini. J'ai doucement poussé la porte jusqu'à ce que le cadre touche leurs chaussures. Prenez soin de vous. J'ai fermé la porte. Le loquet s'est enclenché, un son petit et décisif. Pendant un instant, je suis resté la paume à plat contre le bois, sentant la vibration du couloir de l'autre côté. Des coups ont frappé la porte en une rafale rapide. La vieille liste de noms est revenue à travers la barrière, égoïste, ingrat, dramatique,
comme des fantômes qui n'avaient pas appris qu'il n'y avait plus de maison à hanter. Je me suis laissé glisser jusqu'à être assis, le dos tourné au monde que je venais de sceller. Les larmes sont venues sans chaleur, pas de la colère, mais une évacuation. Je les ai laissées couler. Ma respiration est redevenue lente. Les coups ont diminué, puis se sont estompés, puis se sont déplacés dans le couloir, leur voix se dissolvant dans les câbles de l'ascenseur et le bourdonnement de l'immeuble. Dans le calme, je pouvais entendre la rivière, basse et constante, le pouls de la ville qui ne se souciait pas de nos scénarios familiaux. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage avec la manche de mon sweatshirt et j'ai regardé la petite pièce qui m'avait accueilli pendant les nuits tardives et les matins précoces. L'écharpe sous le vase sur la vieille photo a traversé mon esprit puis s'est envolée pour de bon. J'ai éteint le téléphone une fois de plus et je l'ai posé sur la table à côté du classeur fermé. Je n'avais plus rien à prouver. La porte derrière moi n'était que du bois, de la peinture et des charnières, mais elle ressemblait à une ligne tracée dans du béton frais. De mon côté, de l'air. De mon côté, assez de place pour vivre. Après avoir fermé la porte sur mes parents cette nuit-là, je me suis plongé dans le travail. J'arrivais tôt, je restais tard, je me portais volontaire pour des projets qui effrayaient les autres. Mon esprit était à vif après la confrontation, mais j'ai déversé chaque arête tranchante dans des présentations de stratégie et des négociations. En quelques mois, je dirigeais un projet multinational qui était sur le point de s'effondrer. Colin me présentait dans les réunions comme si j'étais déjà associé. Mes collègues ont commencé à me regarder différemment, non pas comme l'analyste silencieux qui restait tard, mais comme quelqu'un qui apportait un élan dans la pièce. Un matin, alors que le premier soleil touchait le LOP, j'ai ouvert un email du professeur Holt. Elle avait entendu parler du contrat que j'avais sauvé. Ces mots étaient simples, vous êtes la preuve vivante que l'intelligence et la ténacité n'ont pas besoin de permission extérieure pour compter. Je l'ai lu 3 fois, chaque ligne s'imprimant en moi comme une main stabilisant mon dos. Cet après-midi-là, assis à mon bureau, les mains tremblant sur le clavier, j'ai écrit ce que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Sur LinkedIn, sous un profil anonyme, j'ai décrit ce que signifiait être l'enfant invisible, être le portefeuille d'une famille qui n'avait jamais dit merci, se faire dire qu'on ne valait pas l'espace qu'on occupait le soir de sa propre remise de diplôme. Je ne les ai pas nommés. Je n'en avais pas besoin. J'ai terminé par une seule ligne qui venait de la moelle de mes os, le silence et le succès sont la plus douce des vengeances. J'ai cliqué sur publier et j'ai fermé l'ordinateur portable, convaincu que rien n'en sortirait. Le soir, les chiffres étaient devenus fous. Des milliers de partages, des centaines de commentaires. Des inconnus confessaient leurs propres cicatrices. J'étais aussi l'invisible. Vous avez mis des mots sur ce que je porte depuis des années. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mes yeux se brouillent, réalisant que je n'étais pas une île. J'étais parti d'un archipel d'enfants qui avaient été négligés, sous-estimés, effacés. Pour la première fois, leur voix s'enroulait autour de la mienne. La semaine suivante, Colin est entré dans mon bureau, le sourire féroce. Tu vas parler à la conférence Résilience et Affaires. Ils veulent ton histoire. Je me suis figé, le souffle bloqué dans ma poitrine. Sur scène, sous un dé de lumière, j'ai dit la vérité sans nommer personne. J'ai parlé de résilience, de porter un poids que personne d'autre ne reconnaissait, de trouver la liberté quand on arrête d'attendre la permission d'exister. Les applaudissements se sont levés comme une vague et ont déferlé sur moi. J'ai quitté la scène plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai déménagé dans un nouvel appartement cet automne-là, un penthouse avec des baies vitrées du sol au plafond, le lac Michigan s'étendant à l'infini devant ma fenêtre. Le premier soir, Elliot et Colin se tenaient avec moi sur le balcon. Nous avons levé des verres de champagne bon marché, riant de l'absurdité de la vue. La famille, a dit Elliot, faisant teinter son verre contre le mien. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Ce n'était pas le sang. C'était mieux. La nouvelle de mon succès s'est répandue rapidement. De vieux voisins chuchotaient à mes parents. Des cousins transféraient des articles. Les emails ont commencé à arriver. Au début, ils grondaient, tu nous as abandonnés. Tu ne penses qu'à toi. Puis ils sont passés aux supplications, Avery a besoin d'aide. Ne lui tourne pas le dos. Je les ai lus en silence. Ma réponse, aussi stable que la pierre, rien du tout. Tard un soir, le nom d'Avery a illuminé mon écran. Son message était une confession mêlée de regrets. Je suis désolé. Je savais tout ce que tu portais.
Je n'étais tout simplement pas assez courageuse pour le dire. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai laissé le téléphone reposer dans ma paume, puis je l'ai posé face contre table. Certains mots ne peuvent pas réparer ce que des années ont gravé. Je me suis tenu à la fenêtre, Chicago brillant sous moi, le lac respirant son rythme sombre. Maintenant, je vis pour moi-même, ai-je chuchoté à la vitre. Et rien ne peut me faire revenir en arrière. La ville a répondu par le silence, et pour une fois, le silence ressemblait à de l'amour. L'été venu, j'ai décidé d'organiser un dîner dans mon Penthouse. Pas de plan de table formel, pas de parents en compétition pour le centre, juste des boîtes de pizza sur le comptoir en marbre, des bouteilles de vin ouvertes sur la table, et les gens qui m'avaient choisi. Elliot était affalé sur le canapé, racontant des histoires de notre époque au club de maths du lycée. Colin était adossé à sa chaise, les yeux plissés de rire. Le professeur Holt a levé son verre, la voix stable. Ryder, vous avez redéfini ce que signifie la résilience dans cette industrie. Mon visage a brûlé d'une humilité que je n'avais jamais connue à la maison. Je me suis levé et j'ai laissé les mots venir. Autrefois, ma propre famille m'a dit que je ne valais pas la peine d'exister. Mais j'ai appris que la valeur n'est pas définie par le sang ou de vieux scénarios. La vraie famille, ce sont les gens qui choisissent de se tenir à vos côtés. Non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Des applaudissements ont rempli la pièce, pas la politesse forcée d'une salle de banquet, mais le rythme chaleureux de cœurs sincères. Elliot a traversé la pièce et m'a serré si fort que j'ai failli rire. Tu mérites ça, mec. Chaque parcelle. Au milieu de la nuit, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir. 5 appels manqués de maman, l'un après l'autre. Je l'ai retourné face contre table et j'ai souri. Pas d'hésitation, pas d'attirance. La conversation à table a repris sans accroc. Plus tard, alors que les rires bourdonnaient encore dans la pièce, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé un message de tante Janet. Ces mots étaient calmes mais certains. Tu mérites la joie. Ne les laisse pas te tirer en arrière. Je suis fier de toi. Des larmes ont coulé avant que je puisse les arrêter. Peut-être que la lignée n'était pas entièrement empoisonnée. Peut-être qu'un seul fil de grâce pouvait encore se frayer un chemin. Sur Instagram, la publication anonyme avait déclenché un mouvement. #invisible non plus s'est répandu sur les fils d'actualité et dans les villes. Des messages affluaient de personnes que je n'avais jamais rencontrées, des remerciements, des confessions, des promesses de briser leur propre chaîne. J'ai réalisé que mon histoire m'avait dépassé. Elle appartenait à quiconque avait été rabaissé et avait osé se redresser. Quand le dernier invité est parti et que la porte s'est refermée, je me suis approché de la fenêtre. La ville flamboyait de lumière, les rues vivantes. La rivière traçant une ligne d'argent entre les tours. J'ai ouvert mon carnet une dernière fois. Ryder Blaze. Homme libre. Début d'un nouveau chapitre. Je l'ai refermé, j'ai placé le registre, compte, famille, dans un tiroir et j'ai tourné la clé. Le passé était réglé. La dette était payée. Je me suis appuyé sur la vitre, regardant la ville respirer. Si on vous a déjà dit que vous ne comptiez pas. Ai-je chuchoté, souvenez-vous que si, vous comptez. Lâchez les chaînes. Construisez la famille que vous choisissez. La liberté vous attend, et personne ne peut vous l'enlever. La pièce était silencieuse, mais les lumières de Chicago scintillaient en retour, vives et infinies, comme pour être d'accord.